Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation dispensée par Maelstrom Media. Maître Belton, bienvenue chez Maelstrom. Merci. Qu'est-ce que le profilage racial au sens global du terme? Qu'est-ce qu'on entend par ça de manière générale? Donc, on parle de profilage racial comme étant d'abord une forme de discrimination. Ça veut dire de décider de octroyer des droits ou de retirer des droits à une personne basée sur certains types de motifs. Quand on parle de profilage racial, c'est une forme de discrimination qui est basée sur la race, mais aussi sur l'origine ethnique ou nationale, ou encore sur la couleur de la peau, ou encore sur la religion. Donc, on va être dans une situation où est-ce qu'une personne va être sélectionnée ou traitée de manière différente, basée sur ces motifs-là. Et la raison qui va sous-tendre cette discrimination-là, c'est, on va parler de raisons de sécurité, de sûreté et de protection du public. Donc, il y a toujours cet aspect sécuritaire en filigrane qui va se dessiner. Par exemple, lorsqu'on pense après 2001, les hommes arabes dans les aéroports qui se faisaient plus facilement, plus régulièrement fouillés aux douanes. Qu'on prend par exemple les hommes noirs qui sont plus souvent interceptés au bord de leur véhicule. Et l'aspect sécurité est relié à des stéréotypes qui sont de manière générale véhiculés par les médias, puis qui existent aussi de manière générale dans notre société et qui a quand même une longue histoire par rapport à ces stéréotypes. Le plus loin que vous pourriez remonter à l'œil comme ça. Mais moi, j'aime bien parler d'un article assez abject qui existait dans le Code noir, l'article 16 du Code noir, qui régissait la vie des esclaves en Nouvelle-France. Puis cet exemple-là, je le prends souvent parce que quand on parle de profilage et qu'on parle d'esclavage, les gens disent « Ah, c'est un truc américain, ça n'existe pas ici. » Mais les parallèles qu'on peut faire entre la façon dont était contrôlé le mouvement des personnes racialisées, puis dans ce cas-là, des personnes noires de manière plus précise, dans ce contexte-là, avec ce qu'on a aujourd'hui, il est assez frappant. Donc, dans le Code noir, une des choses qu'on voit à l'article 16, c'est qu'on dit, si vous voyez, par exemple, des personnes noires s'attrouper, être ensemble, se diriger d'un point A au point B sans avoir une personne blanche à leur côté, vous avez le droit de les prendre, de les capturer, de les faire comparaître devant un juge. Donc, c'est la question de dire, on surveille le mouvement, on surveille l'utilisation des espaces publics. Puis, c'est assez frappant parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de cas, par exemple, de jeunes adolescents qui sont en train de se regrouper et qui vont se faire interpeller par la police en disant, vous faites du flanage, pourquoi vous êtes là? Et c'est comme si je vous dirais, leur présence, leur déplacement dans des espaces publics dérange. Très clairement. Puis j'ai Marie-Ève Sylvestre, peut-être que vous connaissez, sûrement, qui parle on parle de la dangerosité, mais il y a aussi la question de la dérangerosité. Un mot qu'elle a comme oui, un peu, mais de dire, c'est l'aspect de dire, vous dérangez, votre présence dérange dans l'espace public. Puis quand on parle de profilage racial, ça emmène des personnes en situation d'autorité à dire, je choisis telle personne basée sur des stéréotypes ou je vais le traiter de manière différentielle basée encore sur des stéréotypes. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais vous avez dit, évidemment, le profilage, ça va au-delà des gens de race noire. On pense par exemple à l'affaire atroce de Freddy Villanueva qui a été assassiné, disons-le, parce que c'est le bon terme. C'est quoi, un petit cul de 12 ans qui joue au dé? Depuis quand les policiers ont peur d'un enfant de 12 ans avec des dés dans les mains? Qu'est-ce qui se pose à c'est assez frappant parce qu'on se dit, entre le moment où est-ce que l'agent Dupuis décide de sélectionner ce jeune homme et le moment où est-ce qu'il est décédé, il y a 60 secondes qui se sont écoulées. Pas plus que ça. C'est tout? C'est tout. Puis la question des stéréotypes est importante parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler, c'est de dire les hommes noirs sont plus criminels, plus violents, plus menaçants, plus dangereux, plus agressifs, plus forts. Donc, quand un policier ou une personne en situation d'autorité de manière générale va intervenir, ça modifie son comportement, son approche, la façon dont, tu sais, un policier par exemple qui s'approche de vous avec son arme sur son revolver, dans son esprit, que ce soit des billets conscients et inconscients, dit, je suis en présence d'une personne noire, peut-être qui est plus dangereux, donc je suis agressif. Je suis peut-être en danger. Je suis en danger. Peut-être avant d'aller intercepter le véhicule, j'appelle déjà un backup, tandis que, en fait, j'ai aucune information sur qui est le conducteur.
Donc, c'est des comportements, en fait, qui, à la fin, on parlait de Marie-Ève Sylvestre, mais Marie-Ève, dans ses travaux, d'autres auteurs comme Tanovic, comme Madame Turenne, comme Terry Skolnick, des auteurs ont dressé au fil des années des indicateurs qui nous permettent de dire, ben, lorsqu'on a ce genre de comportement, ben, on peut tirer une inférence que sûrement on est dans un contexte de profilage. Vous avez parlé tout à l'heure du code noir. Ouais. Je suis certain que plusieurs l'apprendront ou l'apprennent à l'écran. Et de là, l'idée de ce type d'entretien chez Malmstrom. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail, s'il vous plaît? Mais, il y a quelque chose d'excessivement choquant là-dedans, ouais, pour pas dire révoltant. Le code noir, c'était la loi en Nouvelle-France qui a été adoptée pour régir la vie des esclaves. Donc, on régissait leur vie du début jusqu'à la fin. De leur mariage, de la façon dont leurs enfants seraient traités, de leurs droits. Puis il faut comprendre que les esclaves, il y a une absence de droits complets. Ils étaient considérés comme étant des biens meubles dans la Nouvelle-France. Mais c'est de dire, par la loi, on a dénudé complètement des gens de leurs droits et on les a fait devenir, en fait, des objets qu'on pouvait vendre, maltraiter, tuer, comme on voulait. Puis... c'est sûr et certain que le parallèle est quand même frappant avec ce qu'on vit aujourd'hui parce que aujourd'hui, on est dans un cadre, dans une société où est-ce que c'est plus permis d'être raciste, ouvertement raciste. La loi ne peut pas être ouvertement discriminatoire. Mais la question se pose toujours, à quel moment est-ce que la loi, sans être discriminatoire, produit des effets discriminatoires? Tu sais, la décision Louemba, puis toute la question des interceptions routières aléatoires est au cœur de cette réflexion-là. C'est-à-dire, c'est sûr et certain que dans la loi, on n'a pas « vous êtes noir, on va vous intercepter plus souvent ». Mais qu'est-ce qui fait en sorte que plus souvent qu'autrefois, un homme noir qui conduit son véhicule de luxe se fait intercepter? Est-ce que c'est pas le produit même de la façon dont, non seulement, oui, des individus vont interpréter la loi, mais que la loi est tellement ouverte, large et permissive qu'elle crée en elle-même une discrimination qui fait en sorte qu'à sa base, elle est discriminatoire et illégale. Quand vous parliez du code noir, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceci. Quand vous entendez le classique, on ne le nommera pas là, parce qu'il s'appelle Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que le profilage racial, ça n'existe pas ici, le racisme systémique, ça n'existe pas ici, ça n'a jamais existé, c'est un truc américain. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est particulièrement révoltant, sachant toute cette ignorance de l'histoire, ou une simple mauvaise foi? C'est une question très profonde, parce que l'expérience vécue d'une personne noire, quand on n'a pas un peu d'empathie, d'essayer de comprendre quelle est l'expérience qui n'est pas la nôtre, qui sera jamais la mienne. Vous êtes blanc comme du lait. Blanc. Votre expérience, alors mon expérience, vous pouvez être empathique, vous pouvez tenter de la comprendre, mais il y a un niveau de compréhension que vous aurez jamais. C'est certain. Je vous donne un exemple de ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, je suis dans mon auto, je suis en train de conduire et j'ai un itinérant qui me dit « Ah, moi, les N, en disant le mot en N, je les aime, c'est des Noirs comme n'importe qui, j'ai pas de problème avec eux. » C'est quelqu'un qui me demande de l'argent et qui utilise un mot qui est hautement dégradant pour n'importe quelle personne noire. Parce que moi, j'ai toujours aux gens qui disent « On veut l'utiliser », j'ai toujours aux gens gardez en tête que mes ancêtres, le dernier mot qu'ils ont entendu souvent quand ils sont morts, c'est ce mot. Ils ont été assassinés. Et cette expérience vécue, moi je m'en vais au bureau ce matin, il est 7h30 du matin et j'ai ce genre de violence qui m'est faite. Mais il y a des gens qui, vous la comprendrez pas. Puis je pense que c'est important d'être capable de comprendre qu'on peut pas comprendre tout. Bien sûr. On peut être empathique et on peut vouloir justement... essayer de comprendre. Exactement, mais tu sais, quand vous vivez pas dans une peau noire, mais vous savez pas c'est quoi vivre dans une peau noire, même avec toutes les avancées qu'on connaît. Puis, pour répondre à ce que vous dites, parce que, désolé, ma réponse est très longue, mais... au contraire, vous savez, l'idée que j'avais aujourd'hui, c'est justement donner la parole à un homme comme vous qui vivait la réalité et qui combattait l'injustice afférente aussi. Et cette tribune est la vôtre. Et donc, vous en profitez tant qu'il vous plaira. Ben, j'en profite alors. Gâtez-vous, comme on dit. Et pour le reste, vous voyez, c'est les enjeux juridiques, pour ceux qui se posent la question.
Oui, OK, mais on parle beaucoup de sociologie ici, d'histoire de politique. On ne peut pas comprendre C'est cette intrinsèquement mais lié, de toute absolument. évidence. Absolument.